On va commencer cette vidéo avec une comparaison cinématographique, si vous le voulez bien. Vous connaissez le film Heat de Michael Mann avec Robert De Niro et Al Pacino? Il y a une scène, moi, qui m'a particulièrement marqué, c'est quand Robert De Niro se pose la question avec son équipe, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ce dernier casse dans une banque, de récupérer des millions de dollars, parce qu'ils ont plein d'argent, ils peuvent quitter les États-Unis du jour au lendemain s'ils le veulent, et il y a un personnage incarné par Tom Sizemore qui va dire à Robert De Niro Well, you know, for me, the action is the juice. I'm in. The action is the juice. L'action, c'est le jus, c'est ce qui me fait kiffer. Eh bien, Rafael Nadal, c'est exactement la même chose. Il a plein de trophées, 22 grands chelems, peut-être 23 ce dimanche. Après, il a l'air quand même manifestement assez diminué au niveau des abdominaux. Mais c'est pas ça en fait qui l'intéresse. Quand il dit les titres, les records, je joue pas pour ça, j'ai envie de le croire. Parce que quand on le voit sur le terrain aujourd'hui, ce qu'il fait kiffer, ce qu'il fait bander, je suis désolé de le dire comme ça, c'est l'action. C'est poser absolument toutes ses tripes sur le court, donner tout du début à la fin, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, quelles que soient les conditions de jeu, quelles que soient les conditions physiques. Franchement, c'est une source d'inspiration intarissable. Rafael Nadal, il est impressionnant, il est exceptionnel, c'est l'un des plus grands sportifs de l'histoire, je le dis clairement. Après, ça veut pas dire que les deux autres ne sont pas exceptionnels pour autant, On n'est pas là pour comparer les champions les uns avec les autres, le Big Three, il y a trop de choses comme ça sur les réseaux sociaux d'ailleurs. On va également faire une petite parenthèse, je suis désolé, ça part un peu dans tous les sens cette introduction, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de toxicité, Sur Twitter, il y a beaucoup de rageux, il y a beaucoup de personnes qui sont jalouses, qui peuvent pas apprécier un spectacle aussi déterminant, aussi fantastique que ça, voir un gars qui manifestement est diminué, faire fi en fait de tout ça, des idées noires, des pensées parasites. Évidemment il y a pensé, on l'a vu en début de match, il était en colère, il a regardé son clan lui a dit, Sébastien Nadal, son père lui a dit arrête tout de suite, tu vas te blesser encore plus, ça ne sert à rien, il y a encore une demi-finale et une finale après, c'est un match en 5-7 potentiellement, donc arrête-toi là. Rafa il est incapable de ça. Rafa il peut pas s'arrêter là, c'est pas dans son ADN, il va pas se dire ouais alors attends, j'ai un petit truc au niveau des abdos, alors on sait pas si c'est une contracture, une déchirure, il y a clairement un truc, mais non, il va pas se dire non en fait j'abandonne parce que j'ai mal, et puis la flemme, en fait on se retrouve au Canada et puis à l'US Open. Non, c'est pas dans son ADN, il en est incapable, il peut pas faire ça. Et en fait il me fait penser à un chevalier moyenâgeux, Rafael Nadal. Il serait là dans une clairière tout seul à affronter 150 gars en face avec son épée à la Conan, ses gros muscles, franchement. Qui peut arrêter ce mec? Certainement pas Taylor Fritz. Alors, c'était difficile de voir également Taylor Fritz essayer de jouer malgré tout, malgré le fait que le gars en face soit manifestement diminué. Et c'était presque, à certains égards, une caricature, cette rencontre entre un gars qui est un accro à la compétition, qui se galvanise dans des situations pareilles, et puis à contrario, un Taylor Fritz, lui, qui est un jeune loup avec une volée next-gen, un mental également next-gen, plein de choses next-gen en fait chez lui, où tu te rends compte que il est pas forcément taillé dans le même marbre que Rafael Nadal. C'est un humain, c'est juste un gars normal qui flanche, qui hésite, qui doute, qui pense beaucoup sur un court de tennis, mais en face il avait un mutant, Avant de revenir sur le coin tactique et exprimer précisément ce qui s'est passé dans cette rencontre et comment Rafa a réussi à survivre malgré cette contracture, déchirure, on sait pas trop, je trouve qu'il y a deux lectures vraiment très distinctes dans cette partie. Il y a le fait que la performance de Rafa soit terriblement exceptionnelle, comment il a réussi à activer son adrénaline, son instinct de survie, sa combativité dans les moments importants, et également ses ajustements tactiques et techniques bien entendu. Et de l'autre, c'est un match qui est tellement frustrant parce qu'on l'a vu en fait des dizaines de fois ce match, de voir la next-gen choke, ne pas réussir à s'adapter dans des conditions particulières. Fritz, il réfléchissait beaucoup trop, on le voyait à certains moments, il était complètement désemparé, et vous imaginez dans la tête du gars là ce soir, se dire j'ai joué un Rafa à 40-50%, j'ai quand même perdu, tous les gars qui l'ont affronté également à Roland Garros avec son pied endormi, j'ai quand même perdu. Enfin il y a un moment donné, soit tu te poses des questions, je pense que ça doit être frustrant, c'est gênant en fait. Je me rends compte que j'ai rien écrit sur ma droite, d'habitude j'ai un petit panneau avec quand même des petits points, là j'ai rien écrit donc c'est complètement free flow, je suis désolé si ça part dans tous les sens. Avant le coin tactique justement, je voudrais dire un dernier mot sur Twitter en fait, sur Instagram, toutes ces choses là, parce que je pense que c'est vraiment important dans ce contexte là, ce qu'on est en train de vivre. Je pense qu'il faudrait pouvoir s'émerveiller de ce qui se passe, et malheureusement il y a énormément de personnes sur Twitter, sur les réseaux, qui veulent tirer vers le bas la conversation, qui sont extrêmement méchants, toxiques, vous êtes méchants, qui sont tellement cancer en fait. Et ce qui se passe, c'est que hier on a eu Novak qui a été accusé par plein de personnes sur Twitter. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé entre le 7-2 et le 7-3, tu vas faire une pause, tu reviens, machin, qu'est-ce qui s'est passé, en gros la picouse. Et là il va y avoir les personnes de l'autre camp qui vont accuser maintenant Rafa d'avoir fait des choses dans les vestiaires, etc. C'est usant en fait, c'est fatigant, ça tire tout le truc vers le bas. On peut pas essayer d'élever un peu le niveau, franchement,
c'est désolant quoi. Je le dis d'autant plus franchement que moi je suis au cœur de ça en fait, je vois tous les commentaires, je vois toutes les réponses dans mes mentions, les commentaires sur YouTube également, sous cette vidéo aussi j'imagine, et vous pouvez pas savoir à quel point c'est fatigant en fait, c'est usant à terme, c'est vraiment... On peut pas s'en sortir comme ça en fait, si tout le monde répand la négativité, les conneries et se renvoie la balle en permanence, bah non, il faut être plus grand que ça, il faut essayer de prendre du plaisir aussi. Qu'est-ce qui vous a amené au tennis à la base? C'est de troller, c'est d'insulter, ou c'est le plaisir du jeu? C'est votre champion qui vous fait kiffer quand il remporte un grand match, un grand titre? Donc voilà, ça fait des années que ça dure, hein. Je vais pas changer ça avec une vidéo avec juste 2 minutes à pousser une mini gueulante avec ma tête complètement fatiguée, déterrée, mais j'aimerais que les choses soient différentes, malheureusement elles ne le sont pas, et ça veut pas dire qu'il faut pas se poser de questions, qu'il faut être un béni oui-oui et dire oui à tout, dire oui à des performances de 4h30, 5h, avec des pieds endormis. Non, il faut se poser des questions, elles sont légitimes, mais il faut le faire correctement, il faut le faire bien, il faut pas le faire dans le trolling, avancer des trucs sans preuve. Voilà, ça ne fonctionne pas comme ça en fait, la diffamation c'est pas forcément une technique très fonctionnelle. On bascule immédiatement sur le coin tactique après ce petit écart. Le gros coin tactique du coup sur ce match entre Nadal et Fritz, on va essayer de faire synthétique au maximum, il s'est passé énormément de choses dans cette rencontre, 5-7. Alors on a commencé tambour battant côté Rafael Nadal avec El Famoso revers long ligne ici. Ça a peut-être d'ailleurs pas dû aider d'envoyer des pancartes comme ça de ce côté avec la rotation, et on utilise énormément les abdominaux pour faire la transition dans ce coup avec le passage de bras. Là il fait très mal à Taylor Fritz sur le replacement, donc vraiment un départ exceptionnel de la part de Rafa. On se dit cavalier seul, il va remporter le match en 3-7, et non, ça s'est pas du tout passé comme ça. La suite, c'est dès le milieu de la première manche, on a vu Rafa se plaindre par rapport à son clan, donc il a un strap depuis le début du tournoi, vous l'aviez vu quand sur la fin de ses matchs, il enlevait son t-shirt, on voyait le strap au niveau des abdos, et là par exemple, il va pas du tout faire l'effort, justement la transition dont on parlait il y a quelques instants, il va mettre la balle dans le filet, donc il y a eu un vent de panique, surtout dans le clan de Rafa en fait, on lui a dit clairement, arrête là, franchement arrête les frais, t'es mené 1-7-0, laisse couler, laisse tomber, mais en fait c'est presque Fritz qui lui a dit non continue parce que j'ai envie que tu me battes. Ça a été donc, on peut le résumer je pense de cette façon, un long tunnel de souffrance pour Rafael Nadal. Il a baissé la vitesse de ses services de 25-30 km à l'heure, on voyait il poussait plus, il frappait plus très fort non plus, là il va complètement s'effondrer, il va vraiment se baisser comme ça et on sent qu'il était vraiment en grande difficulté, donc il a su adapter son jeu, varier, des slices, des petites amorties aussi qui ont très bien fonctionné, et Fritz lui de son côté, il a fait tout l'inverse en fait, c'est vraiment là qu'on a vu une immense différence entre les deux joueurs. Ici décalage coup droit, on va envoyer une merguez dans le couloir. Là tu te dis, t'as le champ ici qui est ouvert, décalage coup droit, logiquement il est plutôt performant, maintenant il va faire de la faute, le bras va se tendre, il va regarder son clan, il va un peu se plaindre, il va douter. Le point essentiel quand même au niveau tactique dans cette partie, c'est la manière dont Nadal a réajusté son service. Il a réussi à juguler un peu tout ça, parce que si t'as une contracture, une déchirure, tu peux plus servir à plein potentiel. Il fait 7 doubles fautes, 5 aces, mais il a réussi à se maintenir sur toute la partie à 65% de première balle, donc il a servi en fait des premières deuxièmes. Ici il va faire une double faute, il va donner le break dans la troisième manche à Taylor Fritz, mais dans l'ensemble il a été vraiment super malin, très précis pour faire des petits réajustements, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs après le match, vraiment je pensais qu'à ça, je pensais qu'à me réajuster et à trouver des parades. Nouvelle palette symptomatique de la victoire de Rafael Nadal aujourd'hui, donc il va y avoir un coup juste avant où il va repousser Fritz un tout petit peu dans les cordes, et là il sait, il voit le gars, et il a une vision périphérique absolument exceptionnelle, une lecture complètement terrifiante, et là il sait, si tu tapes l'amorti, un peu comme Novak, c'est deux gars qui savent précisément quand jouer les amortis. Alors Novak, il y a eu un petit flottement hier sur une partie du match, mais dans l'ensemble, c'est un coup qu'il maîtrise terriblement bien, et les autres, je trouve que c'est pas forcément un coup qu'ils ont dans leur arsenal, ou alors c'est mal utilisé quoi. Fritz, quand il a tenté des contre-amortis ou des choses comme ça, du petit jeu, il s'est complètement fait balader. Je mentionnais également la volée next-gen de Taylor Fritz dans cette partie, ici par exemple, regardez, il est debout, droit comme un i, il va mettre la raquette comme ça, tac, il va faire un petit mouvement, forcément Rafa il est déjà parti, il va faire le passing en deux temps, en revers, il va faire le break immédiatement alors que Fritz mène 2-7 à 1. Et c'est ce genre de choses en fait qui te désole quand tu regardes un match comme ça, parce que tu te dis mais comment est-ce que Fritz n'arrive pas à garder son sang-froid, son calme? Ok, il peut paniquer, c'est normal, c'est Nadal en face, 22 grands chelems, très bien, mais à un moment donné, t'es dans la fleur de l'âge, t'as des armes tennistiques qui sont incroyables, t'as pas perdu un set depuis le début du tournoi, et tu te laisses manger le cerveau. Je voulais vous montrer aussi cette belle image dans le point tactique, avec Rafa qui se met la tête dans la bâche, qui réfléchit, qui va essayer de se remotiver, se regalvaniser. L'adrénaline, ça a été vraiment important pour lui. Dans la cinquième manche notamment, on l'a vu peut-être un petit peu moins gêné au niveau de ses abdominaux, en tout cas il a tout lâché, et on revient à ce qu'on disait en introduction,
l'action, le combat, c'est vraiment ce qui le fait kiffer. Le combat, justement, s'est intensifié dans la 5e manche, une 5e manche extrêmement plaisante où Nadal a su appuyer sur la gâchette au bon moment. Ici, par exemple, il est en appui ouvert, il va envoyer une merguez dans la Lulu. Fritz qui va défendre comme il peut, et en 2 temps, ça va remporter le point, ça va faire le break. Nadal va se faire débreaker juste derrière parce que ça pouvait pas s'arrêter là, c'était impossible. Et du coup, on s'est retrouvé au super tie-break. Et je dirais que le super tie-break a encapsulé la rencontre, le rapport de force entre les deux hommes. Vous avez Taylor Fritz qui va monter sur le coup droit en chaussette de Rafael Nadal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis dans cette séquence? Je vous pose la question dans les commentaires. Donc voilà, un Rafael Nadal qualifié pour les demi-finales de Wimbledon au prix d'un effort mental et physique exceptionnel aujourd'hui. Il affrontera Nick Kyrgios, le coquin Nick qui s'est débarrassé de Cristian Garin en 3-7 aujourd'hui. Alors, le match promet d'être intense, plaisant, mais si Rafa est diminué, il y a franchement une place énorme pour Kyrgios. On en parle justement ce vendredi, gros débrief des demi-finales. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la pousser, à la partager, à vous abonner aussi, hein, c'est essentiel. Moi je vais me mettre dans un bac de glace, on se retrouve vendredi soir, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des fraises.